Bonjour à tous. La semaine dernière, je vous avais promis une vidéo sur la situation de la guerre en Syrie. Donc, la voici. Comme on n'en parle pas ou quasiment plus dans les médias, la guerre en Syrie continue plus de 10 ans après son début, à la suite des printemps arabes de 2010-2011. La guerre en Syrie fait toujours rage. Je vais vous expliquer où, comment, pourquoi maintenant. Mais avant de vous faire une petite photographie actuelle de la Syrie et où sont menés les combats actuellement en septembre 2021, ou du moins en cette année 2021, je vais commencer par prendre un petit peu de recul et vous présenter ou vous représenter un petit peu les différentes parties prenantes et notamment les trois camps qui s'opposent au cours de ce conflit. Alors j'ai fait un petit schéma. Bon, alors m'en veuillez pas, j'écris pas super bien, mais je vais vous le présenter. Donc ici on a vraiment les trois camps qui sont représentés. Donc nous avons d'un côté ici l'État islamique, appelé communément Daesh, qu'on ne présente plus. De l'autre côté, nous avons le gouvernement syrien de Bachar el-Assad, du parti Baas au pouvoir, donc qui est soutenu par toute l'administration d'État, par l'armée, par aussi des milices de minorités ethniques et religieuses, puisque la Syrie est un patchwork de beaucoup de minorités. Donc nous avons des milices alaouites, chiites et palestiniennes. Les Alaouites étant la communauté dont est issu Bachar el-Assad, les Palestiniens parce que depuis en fait le 48 et notamment la première guerre les guerres du Kippour et des 6 jours, la Syrie abrite beaucoup de réfugiés palestiniens. Beaucoup en fait sont très proches du parti Baas parce qu'ils sont un petit peu reconnaissants à Bachar el-Assad et à son père, à Faiez el-Assad, de toujours les avoir soutenus, d'avoir toujours soutenu la cause palestinienne et surtout de les avoir hébergés lorsque Israël bombardait et pilonnait la bande de Gaza et la Cisjordanie. Et puis nous avons aussi deux pays qui soutiennent l'armée de Bachar el-Assad, qui sont la Russie et l'Iran. Du coup, l'Iran qui le fait pour des raisons principalement religieuses, parce que l'Iran se veut le leader du monde chiite. Puis il y a beaucoup de chiites en Syrie, et les chiites étant du côté de Bachar el-Assad, l'Iran soutient le parti Baas. Et puis nous avons aussi la troisième force en présence, qui sont ce qu'on appelle les rebelles, donc l'armée syrienne libre, qui alors que maintenant on le sait, c'est une autorité publique, a été énormément noyautée par Al-Qaïda, notamment par le front Al-Nusra, qui est le plus gros groupuscule djihadiste d'Al-Qaïda, qui est vraiment en fait noyote ces rebelles et cette armée syrienne libre, qui est soutenue par la coalition internationale, dans lequel on retrouve les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, les pays de l'OTAN, qui est soutenu également par la Turquie. Alors la Turquie, là, c'est pour des raisons politiques, étant donné que la Turquie, en fait, c'est plus envers les Kurdes, qui mènent des combats le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie. C'est plus contre les Kurdes que la Turquie en a, plus que contre Bachar el-Assad, mais c'est pour ce calcul politique qui sont rentrés dans le conflit. Nous avons aussi l'Arabie Saoudite et puis les autres monarchies du Golfe comme les Émirats Arabes Unis. Là encore, c'est pour des raisons politiques et religieuses. L'Arabie Saoudite aimerait devenir un peu le leader du monde arabo-musulman,
qui s'oppose à l'Iran de manière à la fois pour des divergences religieuses, c'est une guerre sunnite chiite, mais à la fois pour des divergences de leadership politique, puisque les deux veulent affirmer leur mainmise sur cette région du monde. Donc c'est pour ça que les deux s'opposent. Et puis on a aussi Israël qui depuis des années combat les milices palestiniennes et notamment le Hezbollah, qui est une des milices chiites affiliées à l'Iran, qui est présente en Syrie et au Liban aussi depuis des années. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter un petit peu les différentes forces en présence. Maintenant, je vais vous parler de la situation de 2021 et qu'est-ce qui se passe actuellement en Syrie. Donc là, je vous remontre encore une petite carte où en fait on voit deux points verts qui sont en fait les deux zones sur lesquelles le gouvernement syrien n'a pas encore réussi à totalement reprendre le contrôle. Donc nous avons Deraa au sud de Damas, proche de la frontière, vous voyez ici là, proche de la frontière avec la Jordanie. Et puis plus au nord, vers Alep, nous avons Idlib. Il faut savoir que Deraa, du coup la ville du sud, est là où a débuté la rébellion. C'est l'une des poches où est née un petit peu la rébellion contre Bachar el-Assad et contre le parti Baas en 2010 lors des printemps arabes. Et puis c'est de là un petit peu d'où a émergé la rébellion armée, l'armée syrienne libre, etc. Et les combats font rage dans cette région depuis un peu plus de 10 ans. L'armée n'a jamais réussi à reprendre le contrôle de ce territoire, malgré quelques tentatives. Alors, il y a d'abord eu un accord en 2018 dans lequel Bachar el-Assad acceptait que en fait les rebelles puissent rester sur place, puissent être pseudo-amnistiés sans forcément qu'il y ait de représailles contre eux, à condition qui baissent les armes et qui rendent les armes, qui se désarment. Beaucoup n'ont pas accepté, quelques-uns l'ont fait, mais beaucoup n'ont pas accepté. Du coup, les combats ont quand même continué. Cet été, du coup, à l'été 2021, l'armée syrienne aidée de ces deux alliés, donc la Russie et l'Iran, a un petit peu pilonné Deraa pour essayer de reprendre le contrôle. Là aussi, ça a pas forcément ça a pas forcément été un franc succès. Donc le gouvernement syrien a encore une fois usé de la diplomatie, de la négociation et du consensus pour essayer d'apaiser et de calmer un petit peu cette région. Elle a en fait tout simplement au mois d'août, donc il y a quelques semaines, elle a autorisé les rebelles qui combattaient à Deraa de pouvoir rejoindre le nord, Idlib. Donc Idlib, vous voyez, on est vraiment ici au nord. Là, c'est l'autre zone verte. Idlib, qui est la dernière poche djihadiste encore en Syrie, dans laquelle on a à la fois des rebelles de l'armée syrienne libre, donc d'Al-Nusra, qui est affilié à Al-Qaïda, et des djihadistes de l'État islamique qui combattent ici. Et du coup, les rebelles du sud, donc d'Al-Qaïda, étaient autorisés en fait à traverser le pays et à partir de Deraa pour aller rejoindre à Idlib. Là, le calcul était clairement de pouvoir un petit peu pacifier Deraa et arriver un petit peu à reprendre le contrôle sur ce territoire et arrêter un petit peu les combats qui faisaient rage depuis plus de 10 ans dans cette région. Donc voilà, donc ça, ce déplacement et cette négociation, elle vient d'être faite, elle est encore un petit peu en cours. Néanmoins, les combats ont quand même toujours un petit peu lieu, mais en fait, ça montre vraiment que le gouvernement de Bachar el-Assad
et en petite parenthèse, ça c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup dans les médias. En fait, ne fait pas que la guerre, ne cherche pas qu'à reprendre le contrôle de son territoire par les armes. Il le fait aussi par la négociation, par le consensus. Et voilà, c'est intéressant de le noter c'est quelque chose tout le monde ne fait pas ça. C'est quelque chose qui devrait être mis au crédit de Bachar el-Assad, et finalement on n'en entend pas beaucoup, on n'en entend pas beaucoup parler. Je dirais l'un des symboles de cette volonté de négociation qu'a Bachar el-Assad, c'est notamment le ministère de la réconciliation nationale, qui est un ministère qui a été créé en 2012. Donc voilà, 2012, on est vraiment dans les premiers mois du conflit, qui a démarré en 2011. Et le but de ce ministère était vraiment d'arriver en fait à ce qu'il y ait une sortie de crise et une solution pacifique au conflit. De dire ok, bon, il y a des Syriens qui prennent les armes contre d'autres Syriens, on va essayer de recréer le dialogue, comme son nom l'indique, de recréer une réconciliation nationale pour que tout le monde arrive un petit peu à déposer les armes. Ce ministère a d'ailleurs été confié à Ali Haïdar, qui était un opposant à Bachar el-Assad, qui était membre et peut-être l'un des fondateurs aussi du Parti social nationaliste syrien, qui sur l'échiquier politique s'opposait au parti basse dont est membre Bachar el-Assad. Donc là encore, on voit que présenter Bachar el-Assad comme un dictateur, c'est un peu biaisé, parce que oui, c'est sans doute pas le plus grand démocrate du monde, tout le monde peut s'accorder là-dessus, mais voilà, il y a quand même Bachar el-Assad a fait un énorme travail de réconciliation nationale, ce que je pense que tous les dictatures et dictateurs du monde ne feraient pas, et à donner les clés de certains de ses ministères et de ses des membres de son gouvernement, en fait, ne sont pas issus du parti basse, ne sont pas issus de son parti à lui, de sa famille politique. Donc il y a quand même un éclectisme et une volonté de réconciliation et de consensus, qui n'est pas forcément toujours très compatible avec l'image qu'on se fait d'un dictateur. Et puis, c'est sans doute aussi ce qui explique, vous l'avez peut-être déjà vu et suivi dans l'actualité, il y a quelques semaines là, enfin quelques mois plutôt, excusez-moi, au mois de mai, le 26 mai, Bachar el-Assad a justement été réélu avec 95% des voix. C'est son 4e mandat. Alors oui, on peut avoir des doutes sur le fait que ces élections aient forcément été très réglementaires, etc. On empêche 95% des voix. On peut se dire aussi que il y a quand même peut-être pas de l'ordre de 95%, mais Bachar el-Assad est quand même quelqu'un qui arrive à faire consensus dans son pays, même s'il y a toujours des gens qui prennent les armes contre lui. En tout cas, est-ce qu'il y arrive ou il y arrive pas, ça on peut en discuter, mais il y a vraiment une volonté de sa part de faire ce consensus-là, et de ne pas forcément imposer la paix par la force, mais de l'imposer par la négociation, ce qui est plutôt encore une fois à son honneur et à mettre à son crédit. Puis dernier point que je voulais aborder aussi concernant en fait la situation en Syrie. Là, pareil, c'est quelque chose qui est pas toujours très évoqué. On vient de parler de la partie des combats, de la partie politique. Il y a aussi la partie économique. Comme tous les pays qui sont en guerre depuis 10 ans, la Syrie doit faire face à d'énormes problèmes sociaux, à d'énormes problèmes économiques, puisque ce sont des infrastructures de télécommunications, les infrastructures de santé, les infrastructures d'énergie
les infrastructures de transport des biens alimentaires et des biens de première nécessité qui sont bombardés. À chaque fois qu'on bombarde une ville, il y a des dommages collatéraux. Ces dommages collatéraux, ce sont souvent les épiceries, les marchés, les hôpitaux, les écoles, les choses comme ça, qui, au-delà de la mort des civils, qui sont causés par ces bombardements-là, c'est des infrastructures qui n'existent plus pour le pays. C'est une économie du coup qui fonctionne au ralenti, c'est une économie qui va mal et ça, c'est le point auquel je voulais en venir. En plus des dégâts, je dirais, matériels de la guerre qui font très mal à l'économie syrienne, on a aussi depuis des années tout un tas de sanctions économiques qui s'endurcissent année après année et qui font aussi mal à la Syrie. Alors, ça a commencé au début du conflit par le gel des actifs financiers des membres du gouvernement et des proches de l'armée de Bachar el-Assad. On interdisait aussi d'exporter des armes ou des produits chimiques qui pouvaient servir à fabriquer des armes. Bon, là-dessus, on peut se dire que c'est quelque chose d'assez logique. On est en guerre contre un pays, on essaye de limiter un petit peu les transactions financières et d'armement contre ces pays-là. Par contre, ces sanctions économiques se sont durcies récemment, notamment en fait ces derniers mois, avec l'adoption de la loi César aux États-Unis, qui a été adoptée fin 2019 et qui est rentrée en vigueur en 2020. Et cette loi César, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est qu'elle élargit un petit peu les sanctions économiques et elle crée les conditions d'un réel embargo et d'un réel blocus économique comme les États-Unis l'ont déjà fait avec d'autres pays, comme par exemple la Corée du Nord, Cuba ou le Venezuela. Par exemple, les États-Unis et l'Union européenne interdisent à des entreprises tierces, donc des entreprises étrangères, de commercer avec la Syrie dans de nombreux secteurs. Et parmi les secteurs touchés, on a le bâtiment, le BTP, l'énergie. Il me semble il y a tout ce qui est nouvelles technologies aussi. Donc on voit que c'est quand même des secteurs assez clés et dont a besoin la population. Donc c'est vraiment une double peine. Ici on ne veut plus, ça ne sanctionne plus seulement Bachar el-Assad et le pouvoir, ça sanctionne vraiment toute la population syrienne. Donc voilà, ces sanctions économiques ont d'ailleurs été dénoncées par l'ONU il y a quelques mois. Donc voilà, pour vous dire un petit peu la dureté que ça peut représenter. Mais c'est pas tous les jours quand même que l'ONU va dénoncer une décision américaine et de l'Union européenne, des sanctions économiques, je dirais américaines et européennes. Souvent l'ONU va plutôt suivre et être d'accord avec ces différents pays. Voilà, ça se passe avec les embargos contre la Syrie, contre Cuba, qui sont quand même une sorte de guerre économique aussi. Donc c'est pour ça que c'est quand je vous parlais de la guerre en Syrie qui continue, c'est une partie de la guerre en Syrie qui continue. On a la partie militaire que j'évoquais en première partie, puis là c'est vraiment la partie financière et économique, et elle crée tout autant de dommages et de dégâts pour la population syrienne. Alors, petite parenthèse, ces sanctions économiques a été légèrement assouplies juste récemment, en fait dû à l'effondrement du Liban, qui est le pays voisin qui lui s'est effondré pour des raisons économiques. Les États-Unis et l'Union européenne ont autorisé le gaz et le pétrole jordanien notamment de pouvoir transiter par la Syrie,
et pour pouvoir rejoindre le Liban et pour pouvoir alimenter le Liban qui n'avait quasiment plus d'énergie en fait pour faire fonctionner son économie. Donc il y a un marasme économique terrible, sans gaz, sans pétrole, etc. Donc voilà, on a quand même assoupli un petit peu ces sanctions économiques, même si là encore le but de cet assouplissement était plus de sauver le Liban que de vraiment sauver le peuple syrien. Donc voilà. Moi, je vous laisse. Je vais juste vous présenter, si ça vous intéresse, d'en connaître un petit peu plus sur la guerre en Syrie. Je vous présente juste, ou je vous représente du coup. Là, c'est le petit instant auto-promo. Mon premier roman, Albas, l'ennemi de l'intérieur, qui justement parle de cette guerre en Syrie. Alors, elle en parle en toile de fond. C'est vraiment un roman d'espionnage qui traite notamment de la Syrie, où j'essaye un petit peu de présenter les différentes implications géopolitiques, mais c'est pas forcément un roman ni sur ce conflit, ni sur le djihadisme. C'est simplement que tout ceci est traité en toile de fond. Mais si vous aimez les polars, les thrillers, je pense que vous allez aimer. Je me suis fortement inspiré, notamment pour l'écrire de la série Homeland que certains connaîtront. Et puis pour rester dans la partie promo, voici aussi mon dernier livre que je vous présente. Je mettrai tous les liens en description de cette vidéo. Donc voilà, La fin de leur monde. Ici, rien à voir avec la Syrie, rien à voir avec ce dont je viens de vous parler. On va parler dedans, on y parle de réchauffement climatique. On y parle quand même toujours un petit peu d'espionnage et de géopolitique. C'est le lien et le fil rouge un petit peu de mes romans, et c'est le lien qu'on peut faire entre les deux, Albas et La fin de leur monde. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.